Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal de 19h d'Alizé Télévision ce mercredi 21 septembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Née avec une maladie osseuse, 37 ans après, Sandra Sainton s'apprête à retrouver l'usage normal de ses jambes. Pour cela, il lui aura fallu passer par 2 opérations délicates. Les sapeurs-pompiers pris pour cible lors de leurs interventions pour sauver des vies, des agressions à répétition qui deviennent inquiétantes. 8 jours après la mort insoutenable de Johan, une marche contre la violence était organisée à Pointe-à-Pitre, une marche de plus. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera Mélina Seymour de l'association Jeunes et Aînés Solidaires. Elle vient nous présenter le projet de création de la première école des valeurs qui doit voir le jour dans la ville de Moule. Il y a près d'1 an et demi, Sandra Sainton subissait au CHU Pointe-à-Pitre-les-Abîmes une lourde intervention chirurgicale menée par le chirurgien orthopédiste pédiatrique Persissi Tsiaviri. La jeune femme souffre depuis sa naissance d'une déformation arquée de ses 2 membres inférieurs. L'intervention pratiquée le 23 avril 2005 avait permis de redresser sa jambe gauche. Il y a quelques jours, c'est cette fois sur sa jambe droite que l'équipe chirurgicale du CHU est intervenue. Et aujourd'hui, c'est une jeune femme radieuse dans la perspective de la nouvelle vie qui s'offre à elle que Muriel Barlagne a rencontré. Reportage. C'était leur projet thérapeutique. Sandra Sainton et le docteur Tsiaviri, chirurgien orthopédiste pédiatrique, sont satisfaits des interventions chirurgicales réalisées sur les jambes de la jeune femme. Sandra est atteinte d'une maladie osseuse constitutionnelle depuis la naissance. Avant les opérations, ses jambes étaient exagérément arquées. Elles ont été traitées l'une après l'autre à plus d'1 an d'intervalle. La deuxième ayant été opérée le 8 septembre, une première en Guadeloupe. Habituellement, ce genre d'intervention est réservé aux enfants. On a commencé du côté gauche que vous avez, avec le pose donc de ce matériel qui s'est bien passé. On a un membre qui est droit, satisfaisant. On est peut-être limité un petit peu sur la flexion, mais qu'on va améliorer. Mais on a un membre qui est fonctionnel et anatomique, ce qui est bien. Là, on est parti sur l'autre côté, le côté droit, et après, au terme de cette deuxième intervention, on aura donc un nouveau Sandra qui va être droit comme tout le monde, qui a gagné 8 cm environ de longueur et qui va marcher droit. La première opération a eu lieu en avril 2015 en présence du professeur Pierre Journeau, lui aussi chirurgien orthopédiste pédiatrique exerçant à Nancy. Elle a duré 8 heures, le temps de poser un fixateur externe au niveau du membre. Fixateur qu'il a fallu réajuster pendant 1 mois afin de permettre l'alignement des os. Pour Sandra, une étape parfois douloureuse suivie d'une période de rééducation en clinique qui s'est étalée sur 1 an. La jeune femme de 37 ans sait donc à quoi s'attendre pour sa deuxième jambe. Mais sa motivation était plus forte que la peur. C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Mon handicap, je l'assumais, mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire quand même et que j'aurais bien aimé faire. Après, comme dans mon handicap, j'ai toujours regardé plus ce que je suis capable de faire avec mon handicap que ce que je ne suis pas capable de faire. Donc du coup, maintenant, je souhaiterais effectivement avoir les jambes droites, marcher correctement, être moins fatiguée, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que je grandis, les os, ils souffrent en fait, puisque l'arcuature fait que le poids fait que j'appuie sur les os et qu'au fur et à mesure, l'arthrose commencé à être là et j'aurais été de toute façon dans l'obligation tôt ou tard d'aller vers quelque chose pour corriger cette déformation. Sandra Sainton a bénéficié d'une intervention exceptionnelle chez les adultes. Pour elle, l'aboutissement de plusieurs années de recherche. La réponse était en Guadeloupe pour le plus grand bonheur de cette jeune femme, pleine de courage et de détermination.
François Lemestre, le président de France Alzheimer Guadeloupe, était l'invité de notre journal hier soir pour nous parler de cette maladie neurodégénérative qui touche en Guadeloupe près de 5000 personnes. Dans le cadre de la journée mondiale consacrée à cette maladie, la place et le rôle des personnes aidantes étaient au centre d'une journée d'information aujourd'hui à Basse-Terre. François Lemestre est revenu sur l'implication des parents aidants auprès de leurs proches malades. Je vous propose de l'écouter. C'est toujours très difficile de concilier son activité et la prise en soin de son parent à domicile. La moyenne pour un aidant en activité, c'est 3 heures par jour. Donc il a déjà fait ses 8 heures par jour, il rentre chez lui, il faut qu'il s'occupe de son parent malade. Il est souvent très fatigué, c'est pas toujours facile. Et puis très souvent, ce qui se passe, c'est que il va être obligé d'aménager son temps de travail pour pouvoir s'occuper de son parent. Il va demander de prendre ses RTT pour s'occuper de son parent, de prendre des vacances pour s'occuper de son parent, ou de prendre des jours sans solde, ou demander tout simplement de diminuer son temps de travail pour s'occuper de son parent. Donc c'est toute la problématique de l'aidant en activité, savoir comment au mieux gérer son parent malade. On parlait tout à l'heure, je vous posais la question sur l'accompagnement, vous m'avez répondu sur l'accompagnement financier. Qu'est-ce qu'il en est de l'accompagnement en termes de formation? Je suppose qu'il faut qu'il y ait des gestes, une écoute particulière à avoir quand on est aidant, même s'il s'agit du mari qui s'occupe de sa femme, de la femme qui s'occupe de son mari. Il faut un accompagnement en termes de formation également. Non mais là vous avez entièrement raison. Et la maladie d'Alzheimer, quand on ne la connaît pas, on ne la connaît pas. Et les problèmes de comportement que vont entraîner la maladie d'Alzheimer fait que très souvent, l'aidant familial va commettre des erreurs, sans le faire exprès, mais commettre des erreurs et on risque de rentrer en conflit avec son parent malade. Je vous prends un exemple tout simple. Très souvent, un malade d'Alzheimer va vous demander l'heure, par exemple. Vous lui dites l'heure, 5 minutes après, il vous redemande, 2 minutes après, il vous redemande. Par contre, si vous lui demandez pourquoi, du moins qui était à son mariage il y a 50 ans, elle est capable de vous répondre. Donc, la maladie d'Alzheimer va attaquer ce qu'on appelle la mémoire immédiate en premier. Donc, ce que vous allez lui dire là maintenant, elle va l'oublier tout de suite. Par contre, elle va se souvenir de cette mémoire à long terme. Alors, est-ce qu'il existe un accompagnement? Est-ce qu'il existe des formations? Nous, à France Alzheimer, nous faisons 7 formations des aidants familiaux. C'est le plan Alzheimer 2008-2012 qui a instauré ça, après un combat acharné de France Alzheimer. Donc, ça a été reconnu. Maintenant, nous formons les familles. Et c'est une formation qui est 100% gratuite, qui se fait au sein de l'association. Et nous formons les familles à comment mieux comprendre la maladie d'Alzheimer, comment mieux accompagner tous les jours, quelles sont les aides existantes, parce que des fois, ils ne savent pas du tout à quoi ils peuvent prétendre. Donc, cette formation, justement, englobe tout ça, mais nous les formons gratuitement. Un collectif d'hommes et de femmes de la société civile invitait la population guadeloupéenne à une grande marche contre la violence aujourd'hui. Un appel qui fait suite au meurtre du jeune Johan Equinox il y a tout juste 8 jours, mais qui concerne plus largement les trop nombreux meurtres perpétrés en Guadeloupe. Ils sont philosophes, enseignants, artistes, étudiants, syndicalistes ou jeunes citoyens et ont décidé d'appeler leurs homologues à marcher afin d'interpeller le gouvernement et les responsables publics. Ils exigent la mise en place immédiate de mesures de protection adéquates et un plan d'action concerté et coordonné pour lutter contre la violence, mais surtout la prévenir. Rendez-vous était donné cet après-midi, place de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, vêtu d'un haut blanc. Reportage Muriel Barlagne. Il fallait réagir et agir suite à la mort de Johan mardi 13 septembre. Ce meurtre a été celui de trop, celui qui a inspiré cette grande marche contre la violence. Partis de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, les manifestants ont défilé dans les artères principales, direction la rue Frébeau, puis la place de la Victoire, pour revenir au point de départ. Un acte symbolique, un acte politique fort aussi, initié par un groupe de personnalités signataires d'une pétition en ligne sur le site change.org. Nous souhaitons tout simplement crier haut et fort, effectivement, que nous sommes en capacité aussi d'aller tous ensemble, de construire les politiques éducatives qu'il nous faut, puisque c'est là mon engagement, même si j'agis là aujourd'hui en tant que citoyen, père de famille, mettre de la cohérence dans les différentes politiques éducatives, respecter l'engagement des uns et des autres, et puis éviter la stigmatisation de tel ou tel, considérer effectivement que chacun doit prendre sa part, de façon à construire quelque chose de cohérent et qu'on ne s'égare pas. Dans le cortège, un peu plus de 200 personnes, quelques élus, des artistes et autres personnalités médiatiques, mais aussi des anonymes, tous guidés par la volonté de voir la société changer. Aujourd'hui, en plus, c'est la journée internationale de la paix, aussi symbolique que ça puisse être.
couplé avec cette marche pour pouvoir justement dénoncer toutes ces violences. Je pense que c'est une très très bonne chose de se retrouver de temps en temps ensemble, unis, pour pouvoir défendre d'une seule voix une cause. Les enfants apprennent par mimétisme, d'accord ? Donc ce qu'ils produisent, c'est aussi ce qu'ils ont vu quelque part. Donc à nous d'être les exemples. Il y a des moyens, il y a d'autres manières de dire, il y a d'autres manières d'échanger. On ne l'apprend pas encore à l'école. Mon souhait, c'est aussi un de mes investissements professionnels, c'est qu'à l'école, très tôt, on apprenne aux enfants comment ça fonctionne dans la tête pour ne pas, excusez-moi du terme, péter un câble et être capable de tirer sur quelqu'un. Je veux que ça change. Il faut que ça change en Guadeloupe parce qu'il y a trop de meurtres. Depuis l'année a commencé, il y a trop de choses qui se passent. On ne comprend pas. Alors là, je suis venue expressément, c'est pour participer, pour que ça cesse un peu, pour que la Guadeloupe retrouve sa dignité et tout. Et puis, on verra bien. Cette manifestation doit déboucher sur la mise en place du collectif Appel de la marche du 21 septembre. Sa mission, être le porte-parole de la société civile et garder un œil sur les décideurs en matière de prévention et de lutte contre la violence. L'idée est que éviter l'effet de façade, l'effet d'annonce du gouvernement qui annonce des choses peu de temps avant une élection et pour après que tout disparaisse. Donc ce collectif a vocation à s'inscrire dans la durée pour s'assurer que les dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre la violence sont là, fonctionnent et vont perdurer par-delà le moyen terme, quoi. De retour à l'hôtel de ville, chacun était invité à prendre la parole, les prémices d'un mouvement qui se veut durable. Autre sujet d'inquiétude, durant l'année 2014, plus de 1600 pompiers ont été victimes d'agressions au cours de l'une de leurs interventions en France, un chiffre en augmentation de 2,1% par rapport à l'année précédente selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors que ces hommes et ces femmes se dévouent pour venir en aide et sauver des vies, ils sont pris pour cible régulièrement. Les sapeurs-pompiers de Guadeloupe ne sont pas épargnés par ces actes d'incivilité. Samedi dernier, c'est à Pointe-à-Pitre qu'une équipe a été prise à partie alors qu'elle allait intervenir auprès d'un homme âgé d'une 60aine d'années, victime d'une crise d'épilepsie. Les soldats du feu ont été la cible de jets de pierre et d'injures. Un incident, vous allez le voir, loin d'être exceptionnel. Reportage Éric Pommier. L'intervention, voilà, c'est ça. Donc il y a des éléments assemblés, donc voilà, c'est ça. L'adjudant-chef Padjamandi Gérard, il y a plus de 3 ans, s'est fait casser le nez alors qu'il était en pleine intervention. Ça s'est passé en 2010. Donc on a été alerté pour malaise, donc à l'assainissement Pointe-à-Pitre. C'est au centre Saint-Vincent de Paul, ça s'est passé. Et en arrivant sur les lieux, donc, on a trouvé un gars allongé par terre, calme. Le médecin nous a confié, on n'aura pas de problème. Donc, on l'a ramené au VSAV. Et j'ai été pour passer un message. Et subitement, j'ai reçu un coup de poing au nez. J'ai rien vu. J'ai pas vu le coup arriver. Je me suis trouvé au CHU de Pointe-à-Pitre. En me posant la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il faut informer quand même la population. Les agressions chez les pompiers sont devenues monnaie courante. Sur une intervention sur 5, ils sont victimes d'incivisme, que ce soit physique ou verbal. Encore le week-end dernier, l'équipe A en intervention à Pointe-à-Pitre a été prise pour cible. Ces soldats du secourisme ont reçu des jets de pierre. 5 jours après les faits, tous s'interrogent. L'inquiétude règne malgré le fait qu'ils ont choisi cette profession pour protéger la population guadeloupéenne, mais plus à n'importe quel prix. La tâche des pompiers a toujours été délicate. Après, c'est vrai que la société évolue. Les gens perçoivent les choses différemment. Les situations deviennent plus complexes. La tension est palpable. Donc nous faisons face à beaucoup de tensions. Les gens sont pressés, les gens veulent agir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et nous devons y faire face. On se rend compte que de plus en plus souvent, on est... Anthony est pompier depuis 6 ans. Cette nouvelle agression est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. S'investir pour une mission qui est avant tout de protéger sa victime. Anthony Sigiscard en a conscience. Adjudant William Zelda insiste sur la notion de préserver son intégrité physique. Les pompiers mènent souvent des réflexions, ils accumulent beaucoup de sentiments.
Et pour pouvoir maintenir notre capacité opérationnelle, porter secours aux gens dans de meilleures conditions, oui, ils réfléchissent. Ils réfléchissent parce que leur sécurité est mise en jeu. Et pour la préserver, ils sont demandeurs de techniques, de moyens opérationnels, de process. La société, on se rend bien compte avec tous les événements de la semaine dernière qu'il y a un problème de violence, de non-respect de l'être humain en général. Et tout ça, il faut qu'on en discute. Même si à notre niveau, on n'a pas un grand pouvoir sur la société, hein, et sur tous les membres de l'éducation et tout ça, mais on en avait besoin d'en discuter. Perturber, voire agresser un pompier dans l'exercice de ses fonctions est passible de lourdes sanctions. Selon l'article 122-17 du Code pénal, les agresseurs encourent 6 à 12 mois de prison ferme, accompagnés d'une amende allant de 30 000 à 70 000 euros. C'est l'heure de retrouver l'invité du soir du journal d'Élysée Télévision, c'est Mélina Seymour, bonsoir. Bonsoir. De l'association Association Jeunes et Aînés Solidaires. On va parler de cette association et du projet que vous portez, mais avant, est-ce que vous faisiez partie de ceux qui ont défilé cet après-midi dans les rues de Pointe-à-Pitre contre la violence? J'étais pas là, mais je soutiens effectivement cette manifestation et je sais que de très nombreuses personnalités guadeloupéennes ont participé. Votre reportage l'a bien montré. Donc c'est une initiative comme une autre. Il faut faire, il faut agir. Vous avez une autre initiative que vous proposez. Suite au meurtre, il y a une semaine d'un jeune de 15 ans par un autre jeune du même âge. Beaucoup ont parlé de la perte des valeurs dans la société qui serait à l'origine de ces déviances que connaissent beaucoup de jeunes. C'est une idée que vous partagez. Mais la question, c'est de savoir quelle est la raison de ce délitement de la société guadeloupéenne. Justement, à chaque fois qu'un tel drame se produit dans notre société, on en appelle à la crise des valeurs. On dit qu'on n'a plus de valeurs de partage, de solidarité, de fraternité. Et la solidarité, effectivement, manque peu à peu dans notre société. Donc, Jeunes et Aînés Solidaires travaillaient déjà depuis fort longtemps sur un projet d'école, l'école des valeurs. Alors, ce n'est pas en opposition à l'école des parents, mais c'est un terme qui nous paraît plus juste au moment justement où on parle de cette perte de valeurs. Donc, l'école des valeurs, c'est une école gratuite, ouverte à tous. Il faut que ce soit une démarche volontaire. La première sera basée donc à Château-Gaillard, dans nos locaux, à Moule. Nous demandons évidemment à la population d'y adhérer, d'apporter ses connaissances. Et c'est vraiment une école gratuite qui se veut ouverte à tous. Quels sont les cours qui seront dispensés, les ateliers qui seront dispensés dans cette école des valeurs? Eh bien, c'est des cours d'amour et d'estime de soi, de responsabilité, d'éducation, comment gérer son foyer, comment mieux communiquer avec son ou ses enfants. C'est une façon de responsabiliser chacun et c'est une école qui se fera avec tous les intervenants de bonne volonté. Alors on va le voir parce que vous faites appel à la bonne volonté justement de tout un chacun pour faire émerger ce projet. Vous dites que l'école sera ouverte à tout le monde. Sur quelle base? Sur la base du volontariat? C'est ceux qui veulent qui viendront? Comment ça va se passer? Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit sur la base du volontariat. Il faut que les gens soient conscients que c'est une école qui a lieu d'être, évidemment, pour faire socle dans notre société. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos valeurs. C'est la façon de dire merci. C'est simplement de dire merci, de dire je t'aime, de s'excuser, de se dire bonjour, de se saluer. Et dans les campagnes, particulièrement dans les territoires ruraux, on retrouve cette forme de solidarité, même s'il y a des liens qui se sont distendus, on retrouve cela. Donc il faut que ce soit volontaire. On a besoin du soutien également des collectivités, puisqu'il faut travailler avec les collectivités dans leur ensemble, dans l'espace des politiques publiques. Et nous espérons avoir non pas simplement des jeunes, puisque le problème ne se situe pas uniquement au niveau de la jeunesse guadeloupéenne, elle se situe dans notre société. Et la société c'est un ensemble, c'est les jeunes, c'est les aînés, c'est les adultes, c'est les tout-petits également. Donc les intervenants dont nous faisons appel aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons beaucoup que les chefs d'établissement, que les enseignants retraités qui veulent encore consacrer du temps justement au respect de ces valeurs-là et à l'éducation puissent venir nous voir. Mais ce n'est pas simplement le corps enseignant, c'est toutes les bonnes volontés. On en parlera tout à l'heure. Sur la base du volontariat, est-ce que quelque part, ceux qui seraient volontaires à venir vous rejoindre ne seraient pas ceux qui sont, entre guillemets, déjà dans le bon chemin? Est-ce que ceux qui sont décrocheurs
comment allez-vous pouvoir les inciter à vous rejoindre? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont dans une démarche d'incivilité? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont perdu ces valeurs-là? Et comment les inciter à venir vous rejoindre? C'est aussi le rôle social, éducatif, culturel même, j'ai envie de dire, de l'association et de cette école des valeurs. Travailler en collaboration avec les missions locales, travailler en collaboration avec les pôles emploi, travailler en collaboration également avec les collectivités, montrer qu'on peut avoir plusieurs chances dans la vie et qu'il faut prendre le bon chemin à un moment donné. L'idée, c'est aussi d'aller plus loin et de travailler même avec des jeunes ressortissants de prison pour pas que ce soit forcé. Il faut vraiment que ce soit malgré tout une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'un jeune ressortissant de prison, même s'il est orienté par ses conseillers, enfin les personnes qui le suivent, puisse accepter volontairement de rentrer dans cette école. Alors, vous lancez un appel pour que des intervenants vous rejoignent dans la mise en place de ce projet. Vous donniez un peu le profil, mais quelles sont les modalités à suivre pour ceux qui voudraient vous rejoindre dans ce projet? Alors justement, nous avons un site internet www.jeunes-et-aînés-solidaire.fr, tout ça au pluriel et en minuscule. Nous allons faire une présentation de l'école le jeudi 29 à 10h dans nos locaux à Château-Gaillard. Nous aurons la présence de Madame le député maire qui est également présidente de la CNGT, la communauté d'agglomération. On a besoin de soutien. Donc c'est vraiment une très belle chose pour nous que des élus puissent prendre part au projet. Et toutes les modalités seront données à ce moment-là, le 29 à 10h à l'école de Château-Gaillard. Alors vous l'avez dit, il y aura pas à l'école de Château-Gaillard, en tout cas à l'école des valeurs de Château-Gaillard. Voilà. Château-Gaillard. Vous l'avez dit, il y aura des cours d'éducation, des cours d'estime de soi, des cours de respect, de responsabilité, de tolérance. Vous parliez d'anciens enseignants ou de personnes qui peuvent venir vous rejoindre. Qui d'autre peut... et sur quels critères la personne peut se dire je suis capable ou je suis apte à venir enseigner? Tout citoyen qui a conscience qu'aujourd'hui nous avons une crise des valeurs dans notre société et qui a envie de donner un peu de soi. Transmettre, c'est de la transmission, les valeurs d'antan, bien sûr, elles comptent puisque nous sommes dans la société guadeloupéenne et nous avons nos codes également. Et toutes les bonnes volontés, toutes les belles âmes qui veulent apporter un peu de soi, pas simplement aux jeunes, mais aussi aux adultes, à leurs voisins, tout simplement. Alors on l'a dit, un certain nombre de partenaires forcés, contraints quelque part, les services sociaux notamment. Vous faites appel à qui d'autre? Nous faisons appel aux institutions, nous faisons appel à d'autres associations, puisque le tissu associatif est très dynamique en Guadeloupe. Nous n'y arrivons pas seuls. C'est une première démarche. En fait, c'est un projet pilote que nous lançons à Moule. L'idée, c'est qu'il y ait d'autres écoles des valeurs qui soient représentées, qui soient montées en Guadeloupe. Nous faisons appel aux associations, aux institutions, évidemment, et surtout aux pôles administratifs qui vont travailler avec nous dans diverses communes de la Guadeloupe. Alors, on rappelle le rendez-vous pour... la présentation de cette école? La présentation de cette école, jeudi 29 à 10h, avec nos partenaires à Moule, à Château-Gaillard. Merci beaucoup Mélina Seymour de l'association Jeunes et Aînés Solidaires. Et on suivra donc la progression de ce projet. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans un instant, nous parlerons du projet de loi pour l'égalité réelle dans les Outre-mer. Mais pour l'instant, place à notre rendez-vous de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer le Brésil, où l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva va être jugé pour corruption et blanchiment d'argent. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Moins de 3 semaines après la destitution controversée de Dilma Rousseff, c'est un nouveau coup dur pour le Parti des travailleurs du Brésil. L'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, au pouvoir entre 2003 et 2010, sera jugé pour corruption et blanchiment d'argent dans un volet du tentaculaire scandale politico-financier Petrobras. Les procureurs chargés de l'enquête avaient accusé le 14 septembre Lula d'avoir été le bénéficiaire direct de largesses du groupe de BTP OAS à hauteur de 1,1 million de dollars. L'accusation soutient qu'OAS a reversé à Lula une partie des sommes illicitement perçues lors de la passation de marchés truqués par Petrobras, le géant pétrolier public brésilien, et que l'ex-président avait connaissance de leur origine frauduleuse. Lula a qualifié de farce et de spectacle pyrotechnique les accusations portées à son encontre lors d'une vidéoconférence depuis le Brésil avec New York, organisée par ses avocats. Lula a toujours rejeté les charges portées contre lui
et dénonce le caractère politique de cette affaire visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2018. Il se dit victime d'un complot des élites dans la continuité du coup d'État parlementaire contre la présidente Dilma Rousseff, destituée par le Sénat le 1er septembre dernier pour maquillage de comptes publics. Le volleyball cubain est dans la tourmente. 5 joueurs de son équipe nationale ont été condamnés à des peines de prison pour viol par un tribunal de Tampere dans le sud-ouest de la Finlande après la plainte d'une Finlandaise en juillet dernier. 4 accusés ont écopé de 5 ans de prison et le 5e a une peine de 3 ans et demi. Un 6e joueur a été acquitté. Ils ont tous entre 19 et 27 ans. Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 juillet dernier, alors que se disputait la Ligue mondiale de volleyball. Selon le tribunal, les joueurs ont ensemble et de manière concertée forcé la victime à plusieurs rapports sexuels en recourant à la violence et en profitant de sa peur. Les violeurs présumés sont aujourd'hui en prison en Finlande. La destination la plus populaire des Caraïbes est Punta Cana en République dominicaine. C'est la position affichée par la société américaine Expedia qui exploite plusieurs agences de voyage en ligne. Punta Cana distancerait et de loin toutes ses concurrentes caribéennes. Selon Expedia, la 2e destination est San Juan à Puerto Rico. En revanche, c'est la Jamaïque qui a connu la plus forte croissance de sa demande avec 45% d'augmentation contre 30% pour San Juan et les îles Turks et Caicos. Pour Demetrius Canton, le directeur de gestion du marché pour les Caraïbes chez Expedia, les Caraïbes continuent d'enregistrer une forte croissance de la demande. Les partenaires hôteliers continuent d'utiliser les plateformes de commercialisation du groupe Expedia, mais le glissement s'opère sur les supports mobiles. Les voyageurs américains et européens sont de plus en plus connectés et utilisent davantage leur smartphone pour planifier leurs déplacements. Ils attendent beaucoup de flexibilité et souhaitent être informés de l'ensemble des offres disponibles sur la destination qu'ils envisagent de visiter. Une vraie révolution numérique que la République dominicaine a déjà su tirer à son avantage. Après avoir lancé la consultation en ligne sur l'élaboration du projet de loi pour l'égalité réelle dans les Outre-mer, ce sont les parlementaires qui vont s'attaquer à ce vaste chantier lancé par le président de la République. Erika Barretz, la nouvelle ministre des Outre-mer, était devant la commission des lois hier pour présenter le projet qui sera soumis aux députés d'ici 2 semaines. Un texte inspiré par le rapport confié au député de la Guadeloupe, Victorin Lurel. Plus d'explications avec Johan Charpentier-Titi. Le projet de loi relatif à l'égalité outre-mer est en passe d'être présenté à l'Assemblée nationale en procédure accélérée. Ce projet, dont l'élaboration a été confiée à Victorin Lurel, était composé d'une phase de consultation des ultramarins. Sur le site internet égalitéréelleoutremer.fr, il était possible de faire des propositions concernant cette égalité, et ce, jusqu'au 9 septembre. Il s'agissait notamment de définir la notion d'égalité réelle, mais aussi d'en définir les acteurs, les objectifs et les actions qui pourraient y contribuer. Cette consultation participative doit maintenant servir au travail législatif au sein de l'Assemblée, une consultation qui vient en appui du rapport remis par Victorin Lurel au Premier ministre. Seulement voilà, 2 aspects entachent pour l'heure ce chemin vers l'égalité réelle outre-mer. Tout d'abord, certains reprochent aux députés guadeloupéens de ne pas avoir consulté les élus locaux et de suggérer dans son rapport des mesures qui vont à l'encontre de l'idée de base, à savoir l'égalité entre l'Hexagone et les Outre-mer. C'est notamment le cas de la CGTG qui a lancé une pétition en ligne contre ce projet de loi, une pétition signée plus de 1600 fois à l'heure actuelle. Autre accroc, le nombre de participations à la consultation. Alors que la question concerne des millions d'ultramarins, seules quelques centaines de propositions ont été enregistrées dans chacune des 4 catégories présentées, bien peu. Information pratique avant de clore cette édition. Dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bellocado, les habitants du bourg des Abîmes seront privés d'eau ce soir à partir de 22h et ce jusqu'à 7h demain matin. Demain soir, ce sont ceux du Gosier Ouest précisément, et de Mathurin qui seront concernés par ces coupures tournantes.
Au Moule, également plusieurs zones, parmi lesquelles Château-Gaillard, Malesco, Mahaudière ou encore Saint-Cyr seront privées d'eau demain matin. Retour à la normale prévu en fin de soirée de demain. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Quelques averses sont à craindre dans le nord de la Guadeloupe ce soir en début de soirée. Pour le reste de la nuit, le temps devrait être clément. Demain, jeudi, les nuages menaçants s'annoncent et quelques averses sont possibles sur les communes de la partie nord de l'archipel. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 2 selon Guader pour demain. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.